T'as dit que j'ai pas le droit d'utiliser musique, c'est ça? Tu fais exprès de le dire. Arrête. Du coup, je suis musicien. J'ai respecté la règle. Je travaille dans ce lieu, donc j'ai pas le droit d'utiliser un certain mot, mais vu le lieu, vous allez comprendre rapidement de quoi il s'agit. Tu vas comprendre de quoi il s'agit. Euh, je fais des enregistrements, j'écris, je compose, euh, je joue sur scène euh, et j'aide d'autres musiciens et d'autres auteurs à produire leurs disques. Voilà. Bien joué. J'ai su que je voulais travailler dans la musique à, je pense, vers 15 ans. Vers 15 ans, c'était au Tchad. J'ai monté mon premier groupe avec Israël Rimtobai, qui fait partie du groupe HSAO, et puis toi, et puis quelques collègues du collège. À l'époque, j'étais en troisième. Et, euh, et puis voilà, les quelques fois on est monté sur scène, les répétitions, tout ça. Et puis après j'ai fait des stages assez rapidement au Centre culturel français en son. Et voilà, j'ai su là que c'est ce que je ferais de ma vie. Alors j'ai pris l'option parce que voilà, il faut quand même être sage et que c'est pas très sage de faire de la musique. Donc j'ai quand même pris l'option langue de la technique pour y arriver parce que j'ai fait un BTS audiovisuel en son. Mais voilà, dès l'âge de 15-16 ans, je savais que c'est ce que je ferais de ma vie. Voilà, c'était ça, c'était de passer par la technique. Après, moi je considère le travail du son technique comme de la musique. Parce que bah, c'est la même chose comme un instrument, on doit maîtriser des techniques pour faire sortir ce qu'on a envie d'en faire sortir, exprimer les émotions. Bah, en son, c'est pareil, ça se travaille comme. Ça, c'est de la musique qu'on travaille. Donc, j'ai commencé à étudier les techniques du son. En parallèle, j'ai aussi continué à travailler mon instrument, enfin mes instruments d'ailleurs, parce que c'est la guitare et la voix principalement, mais aussi la basse ou d'autres choses. Et voilà, ça a été de faire un BTS, BTS audiovisuel en son. Et puis voilà, j'ai monté un studio avec des collègues, enfin, une boîte d'abord de sonorisation, puis moi j'ai développé la partie studio. Et en parallèle, j'ai monté des projets de musique de compo pour aller sur scène et faire et jouer quoi. Donc voilà, la stratégie, ça a été. Après, c'était assez instinctif. Je me suis pas fait un plan sur 10 ans, mais je savais que c'est ce que je voulais faire. Donc après, suivant les opportunités, bah, je me suis aiguillé vers tel ou tel projet. Ouais, langue technique et en fait, il n'y a pas tellement de tant de débouchés que ça, c'est soit le cinéma, mais avec un BTS c'est pas suffisant. La plupart, il faut faire d'autres formations. Il y en a qui, par le biais de stages ou de arrivent à rentrer dans le cinéma, mais il y a des écoles de cinéma. Donc là, avec BTS, c'est un peu compliqué. Il y a en son, après il y a la sonorisation, et là il y a du débouché. Il faut se faire son trou, mais en tout cas moi quand je suis sorti, il y avait du débouché. Par contre, c'est extrêmement dur physiquement parce Les que horaires c'est les horaires et puis ouais, c'est physiquement, il faut portés. porter, c'est des amplitudes, c'est des journées des fois de 20 heures et il faut porter, démonter, remonter, enfin voilà, charger des camions, rouler. Donc ça, c'est plus ça qui freine, c'est plus les conditions en fait de travail qui font que certains ne s'y engagent pas ou arrêtent assez rapidement. Et après, il y a la télé. La télé, c'est un monde particulier. Donc il y en a qui, moi je sais Qui qu'il y en s'y a sentent bien. qui ont été là-dedans. Et après il y a le studio. Et le studio, c'est très très fermé. Donc soit pareil par le biais de stages ou de relations, on arrive à rentrer dans des studios existants, soit faut monter sa structure.
Et et là, faut se monter faire une connaître. structure. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça met 10 ans. Et j'ai mis 10 ans parce que j'étais pas tout seul. Si tout seul, c'est encore. Enfin, voilà. Il y a tellement d'investissements de matériel, à moins d'avoir un héritage ou quoi, enfin, c'est Ouais, vraiment c'est très compliqué. compliqué. Donc là, on a monté une société, on s'est associé, et on est plusieurs, donc on y est arrivé. Mais ça a mis 10 ans. Pour la partie studio, ça a mis 10 ans à se mettre en place. Ça a mis 10 ans à tourner, en fait. Et, et pour en revenir à la question initiale, on était 10 sur la promo donc quand je suis sorti en son. Et je crois qu'on est deux ou trois à être encore dans le son, la musique. Après, il y en a qui l'ont été longtemps, mais qui ont fini Choisir de par se arrêter. réorienter. Il y en a qui sont même pas rentrés dedans, qui ont bifurqué sur d'autres formations. C'est, c'est un milieu c'est pas évident, ouais. Euh, c'est beaucoup de réseaux, Mhm. beaucoup de réseaux, donc il faut se faire sa place. Je fais plus de sonorisation. Euh, là, pour le coup, moi, c'est l'aspect physique, moi, qui m'a. Parce que le métier en lui-même, enfin, mixer le live, j'aime beaucoup. Mais charger les camions et monter et démonter, ça me tue le dos, j'ai mal au dos et tout. Donc j'ai arrêté ça. Et du coup, maintenant, je fais à peu près, je pense, 70% de travail en studio pour d'autres projets, que j'enregistre, que je mixe, que je réalise. Voilà, pour des projets qui sont pas Et tiens, les miens. Et les 30% qui restent, 35% sur mon trio. Du coup, là où je compose, j'enregistre, je fais mes clips, je tourne, je fais du concert, on répète. Voilà, c'est là aujourd'hui, c'est à peu près ça la répartition de mon activité. Et ça me prend 150% de mon temps. Ça dépend des moments. J'aime beaucoup être sur scène. Après, tout le travail. J'aime beaucoup être sur scène parce qu'il y a eu le travail avant de recherche en studio. Et puis j'aime beaucoup travailler avec les autres aussi parce que ouais, c'est très enrichissant. Bon, si j'avais un classement à faire, ce serait peut-être quand même d'être sur scène. Euh, c'est recaler les musiciens quand ça joue pas très bien. pour tes projets ou même pour les projets d'autres? Les deux, ouais, des fois c'est moi que je dois recaler. Donc ça, c'est encore, c'est encore plus dur. Ouais, tu brises les rêves de quelqu'un, quoi, en gros. Ou tu lui dis, va retravailler avant de pouvoir y croire à nouveau. Non, après, en fait, on est arrivé là, avec les outils qu'on a, on est arrivé à des tels niveaux de précision rythmique et harmonique, mélodique, que, en fait, tout est retouché. En fait, même les meilleurs musiciens, je pense qu'il y a que dans le jazz que Ils sont ils se parfaits. permettent. Non, c'est pas ils sont parfaits, loin de là, c'est qu'ils se permettent des erreurs. D'accord. Parce que même dans le classique, moi j'ai des copains qui font des enregistrements de classique et ils éditent tout, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs micros sur tous les pupitres et tout ça, et ils recalent pour que ce soit nickel. Donc même dans le classique, ils font pas juste une prise comme ça. D'accord. Mais dans la pop, c'est encore pire. Tout doit être vraiment parfait. Donc, Mm. et en fait, les auditeurs et même nous qui produisons la musique, on est habitués à ces niveaux de précision. Et du coup, c'est pas humain. Et on est obligé de. Donc évidemment, il y en a où dans les projets que je fais, il y a des musiciens qui, et effectivement, j'essaie de leur dire diplomatiquement qu'il faudrait travailler encore plus pour être plus précis. Mais il y en a, c'est même pas ça. Ils sont très précis, c'est juste que le niveau de production exige une précision encore plus grande que ce que l'humain peut faire. Donc, Mais alors ça, c'est quand tu enregistres et quand c'est sur un niveau album. Mais ce niveau de précision, même s'il y a un travail énorme pour une scène, pour du direct, on l'attend pas en tant qu'auditeur ou spectateur. pas sur scène, mais sur les albums, les Ouais, auditeurs l'attendent. d'accord. Les radios l'attendent. Et après, sur scène, ça a fait grimper le niveau aussi, en fait. De,
qualitativement parlant, maintenant, sur scène, Bah, en tu tout peux cas, pas. d'attente, de précision. Ouais. Et c'est très paradoxal parce que ben, le cas le plus extrême, c'est sur la justesse de la voix avec Oui, autotune. C'est un logiciel militaire qui était censé caler les fréquences radio, qu'elles soient vraiment parfaites en fait, les fréquences d'émission et de réception. Et ça a été détourné pour dans l'audio pour caler les justesses de voix parce que une note c'est une fréquence oui, et donc du coup ça peut. on cale des fréquences juste. Et bah voilà, à l'extrême aujourd'hui, c'est des groupes comme ouais, dans la pop, les Maître Gims, PNL, tout ça qui. Alors il y en a qui chantent très bien et qui utilisent ça, et il y en a qui, comme Maître Gims par exemple, Ouais. qui. Je vais pas me faire des amis, je vais me faire certains ennemis, mais il chante bien. Il a une belle voix, mais il utilise ça parce qu'il veut l'effet. Et puis il y a d'autres comme Et il PNL, l'utilise aussi sur scène, en fait. On peut il l'utiliser l'utilise sur sur scène. scène, ouais. D'accord. Et il y a des groupes comme PNL qui eux chantent pas bien, sont des rappeurs, mais ne sont pas des chanteurs et qui l'utilisent aussi pour encore accentuer cet effet. Et eux, notamment, il y a une vidéo qui a circulé il y a quelques mois là, où leur autotune s'était arrêté pendant le concert. Et en fait, t'entends. Ouais, le Donc en fait, décalage entre réalité et. c'est ça, il y a un paradoxe sur scène où on amène en fait la production de studio sur scène de plus en plus parce que même physiquement au niveau technique, il y a de plus en plus de avant le matériel utilisé en studio n'était pas transportable sur scène. D'accord. Et maintenant, comme c'est très informatisé, les passerelles entre les deux se font. Du coup, les artistes produisent en studio et amènent leurs effets ou leur production sur scène. Ça se fait bien. Donc il y a ce niveau de précision qui est amené sur la scène et en même temps, on s'en fout, on chante faux et on met autotune quoi. Ouais. Et donc bon, voilà, c'est un peu. Mais tous les artistes ne le font pas. Non, Il y en a qui tous les restent dans artistes le quelque font pas. chose, même s'il y a de l'imperfection à certains moments, c'est pas grave. Euh, Non, après, il y a, je pense quand même que globalement, quand on regarde les lives il y a genre 50 ans et les lives maintenant, le niveau de technique des musiciens a augmenté. Après, est-ce que ça amène plus d'émotion? Non. le niveau technique des musiciens, mais pas forcément le niveau technique des chanteurs. Mais si, des chanteurs aussi. Parce que quand tu prends. Si, je pense que moi, j'écoute des albums des années 60. C'est faux, en fait. D'accord. Il y a Il y a beaucoup des. de. Ouais. Même, tu prends même des productions énormes de l'époque, comme des productions de Michael Jackson, ils se permettaient de d'être un peu faux, d'avoir même des fois un peu des saturations. Techniquement, c'était déjà énorme, mais aujourd'hui, on tolérerait plus ça. Mm, Mais alors, est-ce qu'on gagne en émotion? Je pense pas, mm. parce que effectivement, les enregistrements des années 50, t'as de l'émotion, Ouais. voilà. Mais en tout cas, techniquement, je pense que parce que même les batteurs, les types de rythmes, les guitaristes, enfin tous les musiciens en fait en pop, hein. Oui, oui. Parce qu'après la virtuosité en musique classique ou en jazz, elle est ancienne. Mais en pop, il y a des trucs maintenant. Même les artistes pop, même Maître Gims par exemple, qui fait des trucs en studio extrêmement. C'est très simple en termes de son, de mélodie, etc. C'est pas simple en production, mais musicalement c'est simple. Sur scène, il a une équipe de musiciens c'est des tueurs. D'accord. Et, et voilà, même en pop, ils amènent ça. Après, voilà, autotune qui bousille tout. Mais voilà. Après, je suis pas un fan de Maître Gims. Mais tu reconnais qu'il y a quand même. C'est pas parce qu'on n'aime pas un style ou qu'on n'aime pas l'univers d'un artiste qu'on ne reconnaît pas là où il est bon, dans un talent Ouais, et puis c'est parce que son directeur vocalement. artistique, je le connais aussi. Et tu l'aimes bien, c'est ça? Ouais, c'est un très bon bassiste. C'est-à-dire dans mon métier ou. C'est toi qui me dis. Tu peux en avoir deux, hein. Soit que tu as vécu toi en tant que musicien, soit quand tu as assisté à un autre musicien ou un autre artiste, je sais pas. Quelque chose qui Ouais, t'a les procuré concerts. une émotion. Le concert, je pense que le plus beau concert que j'ai vu, c'est Fink. Un concert de Fink à Lyon, là.
J'étais avec Claire et c'était tout un contexte. Déjà, j'aime énormément cet artiste qui fait. Et puis c'était ouais, le contexte, le moment. Et après, moi, sur scène, je pense que le plus beau souvenir que j'ai, c'était dans une petite salle privée chez quelqu'un où on devait jouer avec tout le groupe. Et en fait, il y a eu de la neige, donc plein de gens n'ont pas pu venir, dont les musiciens. Et je me suis retrouvé tout seul, sans sono, avec une ouais, trentaine de personnes. Toi et ta Et guitare. ouais, et ça reste pour moi mon plus beau souvenir ouais, de partage de musique. Voilà. Dans la simplicité finalement. Ouais. Déjà, je suis guitariste et chanteur, donc ça oriente beaucoup de choses et dans ce que je fais sur scène, et dans les sons, et dans la façon de composer, parce que je compose avec la guitare ou la basse. Mais voilà. En termes de style, c'est un travail que j'essaye de faire depuis 10 ans, de définir mon style. Euh, Là, je pense que en fait, je travaille avec une femme là, qui fait ce qu'on appelle la diffusion pour les concerts, qui s'appelle Séverine. Et, euh, et elle fait un peu ce boulot pour moi parce pour me vendre, enfin pour vendre mes spectacles, elle doit me mettre dans des cases. Mm. Et là, le truc qu'elle a trouvé, c'est chanson, parce que c'est quand même en français. Et quand on chante en français en France, si on fait pas du rock ou du rap, on est en chanson. D'accord. Et Au même titre qu'un chanson, Francis Cabrel ou qu'un ouais, Stromae, voilà. quoi. Mais du coup, avec la composante un peu blues, parce que comme c'est basé sur le trio basse, batterie, guitare, c'est pas de la chanson, c'est pas de la variété Mm. pop, voilà. Donc, chanson, blues, afro, parce qu'il y a quand même des influences africaines, Afrique centrale, puisque c'est là que j'ai vécu et que j'ai appris à jouer et à chanter. J'ai certains morceaux que je chante, ou certaines parties de morceaux que je chante en sango, la langue de Centrafrique. Donc il y a cette influence africaine qui est. Mais en plus, c'est même pas un seul pays, quoi. C'est Congo, Tchad et République centrafricaine. Donc voilà, chanson, blues, afro, on va dire, en termes de style. Les influences, c'est beaucoup Ben Harper, parce que il est arrivé très tôt dans mon apprentissage de la musique. Et c'est adolescent, c'est parties de guitare ou ces chansons que j'essaie de déchiffrer. Donc très rapidement, j'ai intégré sa musique dans ma façon de travailler et de composer. Après, il y a un autre. Les trois que je cite, c'est Ben Harper, Keziah Jones, qui est un musicien nigérian et qui joue. Donc lui, il chante en anglais, mais en fait, son jeu de guitare est assez particulier et c'est pareil, j'ai assez rapidement essayé de déchiffrer ce qu'il faisait et du coup composer un peu comme il le fait. Et le troisième, ce serait Fink, justement dans la simplicité des arrangements, le son anglais, une mélodie très simple. Voilà, ce serait mes trois influences. Ça fait partie des choses que j'ai assez vite aussi, pas dès le Tchad, parce que du coup Ben Harper je l'ai découvert au Tchad, et avec le lap steel. T'avais 15 ans au Tchad. Enfin, t'es Ouais, reparti, t'avais 17 ans quand t'as quitté. ouais. Mais j'ai pas joué là-bas parce que en fait c'était pour moi tout simplement inaccessible, le lap steel, et je pensais que c'était compliqué, et en fait je sais plus, je crois que c'est en 2000, c'est sur mon premier album. Avant mon premier album, j'ai acheté un lap steel pour essayer. Et ça m'a beaucoup plu. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il y a. J'essaye de trouver il y a des joueurs de lap steel en France, il y en a D'accord. beaucoup, mais assez peu qui composent avec et qui chantent. Oui. Ils seront Et en tant que musiciens pour voilà, un autre artiste, par exemple, voilà. sur un morceau, mais pas. Et là, il y en a en ce moment qui tourne qui s'appelle Will Barber, là, qui c'est très bien ce qu'il fait. Il faisait pas mal de reprises
où il réarrangeait avec le lap steel. D'accord. Et là, il s'est mis à faire des compos. Mais il chante pas mal en anglais. Mais en français, effectivement, on n'est pas nombreux à le faire. Et c'est une particularité, effectivement. Et là, j'en ai racheté un autre parce que, en fait, la particularité de cet instrument, c'est que les accordages qu'on utilise définissent les tonalités des morceaux qu'on va pouvoir jouer avec. Et donc, du coup, avec un lap steel et un accordage, on a une seule tonalité, une seule D'accord. gamme possible. C'est pas comme un piano ou une guitare où on Oui, peut tu peux jouer passer tous d'une les gamme à l'autre. accords. Ouais. On peut, mais c'est extrêmement difficile à jouer et ça sonne pas. Donc du coup là j'en ai acheté un autre pour justement ouvrir et avoir d'autres tonalités, d'autres sons, d'autres couleurs. Un autre son aussi parce que c'est un autre lap steel avec un autre micro. Et ouais, c'est très intéressant et comme il y a peu de gens qui le font en France, c'est vrai que ça permet de à la fois c'est particulier donc c'est difficile à placer et en même temps ça fait Une particularité. voilà, ça fait un atout. Ah bah tiens, on connaissait pas. Mm. Après, tu l'utilises pas sur toutes tes chansons, hein, c'est juste. Comme Non, c'est particulier, c'est juste. j'ai un ou deux titres par album où je l'utilise et puis sur scène je fais entre 2 et 4 titres avec D'accord. dans mon set. Le premier 2011, c'est Désert qui est sorti en 2010. 2010, d'accord. Et là, t'en es à ton. J'en suis à mon cinquième. Tu nous le montres? T'as le disque? J'en suis à mon cinquième qui s'appelle Vertige, qui est sorti en CD, téléchargement, tout ça, et vinyle. Voilà, un super vinyle à l'ancienne, comme ça. Magnifique. Et il est disponible. Sur ton site? Il est disponible sur mon site, ouais, isacbonaz.fr ou .com. Et voilà, essentiellement, ce sera le plus simple parce qu'après j'ai pas de distributeur national et tout ça. Il est dans quelques disquaires Cultura et tout ça, ouais. en local, mais pas, Ouais, pas en national. donc sur mon site isacbonaz.fr. Et c'est le deuxième vinyle que je sors. Et sinon les autres ils sont en CD. En fait ils sont tous sur mon site. Tu veux nous jouer quel morceau? Je sais pas, tu veux lequel? Ben, moi, mon préféré, c'est. Sur déjà de cet album ou pas? Ouais, cet album. C'est quoi le titre? Le crépuscule des idoles. Je recommence. Je vais pas faire un autre aussi. Vas-y. Tu te caches dans les détails, tu exploites nos moindres failles, tu engloutis et tu consommes, tu monnaies les corps et les âmes des hommes. Une idole, c'est tout ce que tu es. Une idole, voilà ce que tu es. Une idole, un dieu mort. Toi, ton temple est vide, ton royaume est éphémère. Au plus profond de nos esprits, ta volonté s'accomplit, mais nous arrachons ton auréole pour que vienne le crépuscule des idoles, pour que vienne le crépuscule des idoles. Une idole, c'est tout ce que tu es. Une idole, voilà ce que tu es. Une idole, un dieu mort. Toi, ton temple est vide, ton royaume est éphémère. C'est tout ce que tu es. Benianda, voilà ce que tu es. Une idole,
un dieu mort. Moi ton temple